Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Je suis avec Marc Partouche pour évoquer son livre Les écoles d'art qui changent le monde, utopie et alternative de 1815 à nos jours. Vous l'avez vu sur les affiches, on fait une autre conversation. Je me suis posé la question s'il y avait une différence entre discussion et conversation. Alors une autre conversation, puisque là ça va être une conversation avec vous toutes et tous, demain. Et je vous dirai peut-être en fin de conversation donc, ou de discussion, comment les deux, demain c'est pas ici, demain soir c'est dans la librairie qui est souvent partenaire de l'école Histoire de l'œil. Marc Partouche, alors on ne va pas faire comme le plus souvent à la radio, on ne va pas se vouvoyer parce que ça serait tout à fait artificiel, parce qu'en fait on se connaît depuis longtemps et puis on a été collègues. Alors, je vais commencer, si tu le veux bien, par un petit passage biographique. Alors, pas uniquement pour Juste, pardon, avant que tu... Juste moi, je voudrais dire combien je suis ravi d'être là aujourd'hui, d'abord. Puis après, on va commencer. Je n'étais pas venu dans cette école depuis pas mal d'années, enfin un paquet d'années. Et voilà, donc je voulais d'abord commencer par ça. C'était une école qui me rappelle des moments forts de mes rencontres. Et le fait que ce soit la première école dans laquelle je fasse une présentation. J'ai fait ça dans des librairies, des centres d'art, mais c'est la première fois que je suis dans une école. En plus, à l'invitation de Pierre, qui est quelqu'un que j'estime beaucoup. Donc voilà, je suis ravi, je voulais dire ça avant qu'on commence dans le débat. Et merci à vous. Et j'espère qu'on aura l'occasion vraiment de discuter et d'échanger. Merci. Excusez-moi. Non, mais c'est moi. Il est ravi, mais en fait, nous sommes tous les deux un peu émus d'être avec vous pour parler de ce livre, mais aussi de se retrouver. Et je pense que d'autres sont émus qui n'avaient pas vu Marc depuis longtemps. Et en fait, ce passage biographique, parce que Marc est marseillais, enfin une partie de son enfance, sa jeunesse, sa première jeunesse était à Marseille, c'est une ville qu'il connaît bien. Et en effet, après Tours, Montpellier, où tu es professeur, tu as dirigé l'école d'art d'Avignon en 82, avec un projet, et peut-être on en parlera de ce projet à Avignon, parce qu'il s'inscrit dans un passé qui serait bien venu de retraduire dans le futur. Et tu as beaucoup travaillé au ministère, mais, et c'est là que je voulais en arriver, en 88, Marc Partouche a créé le premier post-diplôme. Et il l'a créé ici, à Lumini. Donc c'est une école qu'il connaît bien. 88, il y en a beaucoup dans cette salle pour qui ça veut dire le passé du passé. Il y en a d'autres qui étaient déjà nés. Je vous laisse deviner qui. Donc c'est Georges Souznis qui était le directeur en 88. Et puis Marc a dirigé l'école d'art de Cergy. Et dans cette école d'art de Cergy, c'est lui le premier aussi qui a hybridé les enseignements en y instillant du spectacle vivant, le cinéma et la création littéraire. C'est toi je me demandais, c'est toi qui as recruté François Bon ? Non, c'était après. C'est après. C'était Luc Lang pour l'écriture. Et ça a donné le premier atelier de recherche et création. Donc, et qui ensuite, l'ARC, c'est devenu une forme qui s'est diffusée dans de nombreuses écoles, dont la nôtre. Et puis, tu t'es intéressé. Alors, ici, nous sommes dans une école d'art et de design, et tu as aussi préfiguré.
on dit comme ça, la cité du design à Saint-Étienne, juste avant de diriger l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, juste avant de diriger l'ENSAD, l'École nationale supérieure d'art décoratif. Alors, ce parcours-là, qui est un parcours, bravo, hein, un parcours, mais que moi j'ai été frappé par sa cohérence, et sa cohérence dans l'innovation. Marc est toujours quelqu'un qui a innové, qui a réformé, qui a inventé des choses. Et donc, tu connais Lumini depuis longtemps. Ça a changé, Lumini, depuis 88. Alors, je ne sais pas, parce que je viens de dire que ça faisait longtemps que je n'étais pas venu. Je ne pourrais pas me prononcer là-dessus. Ce que je sais, c'est que Lumini, à un moment, a été une des écoles phares françaises. C'est là où s'est passé non seulement le nouveau site que vous connaissez tous, qui était à l'époque une école nouvelle, mais sur la pédagogie, sur la révolution pédagogique, sur tout ce qui a pu changer en France à l'époque. Lumini a été effectivement... alors, je sais qu'il y a un certain nombre... Enfin, j'ai suivi un certain nombre d'anciens étudiants qui sont devenus artistes souvent de très très grande qualité, de grande renommée, qui ensuite sont devenus enseignants ici. Donc j'imagine qu'il y a quand même un esprit qui s'est perpétué, qui était lié à cette réforme que tu évoquais, de 73, peut-être qu'on pourra en parler, même si c'est un vieux machin, mais c'est fondamental parce que ça a changé la face des écoles d'art en France. Peut-être qu'on y reviendra. Donc dire... À l'époque, l'école d'architecture, l'école des beaux-arts avait un même directeur. C'était avant que les écoles d'archi, les écoles d'art se séparent. Donc, ce qui était une perte, à mon avis. Je trouve que ça a été assez dommage de séparer l'architecture. Bref, donc c'était François Brett qui dirigeait les deux, qui était un artiste lui aussi, qui était quelqu'un qui a sorti de terre tout ça. Donc j'imagine qu'il reste dans cette histoire de l'école et la manière dont elle s'est réactivée en permanence, à la fois tradition et innovation, parce qu'il n'y a pas que la mémoire, il y a aussi tout ce qu'on va porter, les nouveaux profs, les directeurs successifs, les étudiants, etc. Donc il faudrait que je reste une petite semaine ici, puis qu'on revoie, et pour que j'ai un avis peut-être un peu moins superficiel. Ben, écoute, l'invitation est lancée. Inge, on est d'accord. Elle est là. Tu es d'accord d'inviter Marc une semaine? Avec les masques, c'est compliqué de se comprendre. Alors, ben, justement, venons à ton livre Les écoles d'art. Et on en parlait à la cafétéria d'entrée, et on va dire pourquoi. Parce qu'il commence par une citation, et c'est une citation de Trizantzara, qui signe entre 1916 et 1924. M'as-tu appris, mais pas à moi, pas à tout le monde dans la salle, puisque Audrey Ziane, qu'on a croisé tout à l'heure, nous a dit que, vous savez que Audrey, qui est prof d'histoire de l'art, a fait sa thèse sur les manifestes, et il s'agit des 7 manifestes Dada de Trizantzara. Et alors moi, je me suis demandé, ce livre que tu écris, est-ce que c'est un manifeste? Pourquoi est-ce que tu nous donnes ce livre? Non, je ne pense pas que ce soit un manifeste. Les manifestes, en général, c'est soit des actes politiques au sens fort du terme, soit des actes artistiques. Et souvent, c'est très court, très dense, très percutant. Donc, et puis, vu l'histoire des manifestes, ce serait aussi prétentieux de penser que c'est un manifeste. Je dirais pas ça comme ça. Par contre, que j'ai écrit ce livre volontairement, comme avec l'idée de prendre acte et de prendre à partie politiquement une situation et un certain nombre d'intermédiaires et d'acteurs en France et en Europe et au-delà, mais surtout en France, oui. Donc c'est pas un manifeste au sens classique, mais une prise de position en revisitant effectivement une histoire des écoles, mais qui n'est pas une histoire des écoles, ça on y reviendra. Les écoles dont je parle, les ruptures, les écoles qui produisent des ruptures, sont aussi des ruptures esthétiques.
et des nouvelles modalités artistiques, des nouvelles formes d'art qui apparaissent. Et tout ça est complètement lié. Il n'y a jamais une rupture pédagogique qui ne soit en même temps une rupture artistique et inversement. Les deux choses se tiennent absolument. Donc effectivement, c'est ça qui m'intéressait. Donc je ne dirais pas que c'est un manifeste, mais la volonté effectivement peut-être qu'on va en parler, d'amener dans le débat qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les écoles d'art, dans l'enseignement artistique. Oui, ça c'est la volonté. Donc ce n'est pas un manifeste, mais c'est un livre qui manifeste voilà, de quelque chose, d'un désir sans doute, mais d'une position politique par rapport à l'enseignement artistique et par rapport à la société. Alors justement, venons-en au début du livre. Tu énonces ton plan tout à fait élégamment, et tu affirmes que l'école d'art telle que nous la pratiquons aujourd'hui ici, mais toutes les écoles d'art en France sont construites un petit peu sur le même type de pédagogie, justement depuis 1973, on y reviendra certainement, et tu affirmes que l'école serait née d'une série de ruptures. Alors, tu énonces des dates, je te les rappelle, t'inquiète pas. 1860, tu dis, c'est une rupture académique. 1920, une rupture esthétique. 1950, une rupture démocratique. 1970, une rupture technologique. Et 1990, une rupture institutionnelle. Est-ce que, d'abord, tu es toujours d'accord avec ça ou tu l'hybriderais comme le terme est à la mode? Non, je suis toujours d'accord. Alors, c'est peut-être le terme rupture qui est peut-être pas le plus adéquat, mais c'est vrai que les écoles, même celle de Lumini, est héritière de cette série de ruptures. Ça, je crois que c'est un phénomène global. La première que tu évoques, c'est effectivement la rupture académique, c'est-à-dire que le grand modèle en France, par exemple, mais dans toute l'Europe, c'est pas qu'en France, c'est l'Académie des Beaux-Arts, l'École des Beaux-Arts, etc., qui a normalisé, qui a figé les modèles, qui est très, très, très productrice de normes. Et il y a toute une série de contre-pouvoirs, de contre-modèles qui se créent là, et ça crée vraiment une vraie rupture que j'appelle académique. La rupture esthétique, on en héritier aussi, c'est-à-dire que dans les années 20, quand on a d'un côté Marcel Duchamp et de l'autre côté Malevich, effectivement, l'ensemble des repères esthétiques sont brouillés, c'est-à-dire qu'effectivement, tout est complètement basculé, on ne sait plus ce que c'est. Un urinoir, un porte-bouteille d'un côté, un carré blanc, carré noir de l'autre. C'est quelque chose de complètement inouï. Il faut se remettre dans le contexte, de voir réapparaître des choses comme ça. Donc il y a quelque chose qui se redessine dans les deux sens, effectivement, à cause de cette rupture esthétique et qui oblige à voir les choses de façon différente. La rupture démocratique, ça, c'est aussi quelque chose dont on parle beaucoup, c'est-à-dire que jusqu'après-guerre, très très peu de gens allaient faire des études d'art. On reviendra sur ce qu'on appelle des études d'art. C'était réservé à des classes privilégiées ou à issus de métiers de l'artisanat, ce qu'on appelle le savoir-faire, etc. Et après-guerre, il y a vraiment arrive dans les écoles d'art de façon quantitative énormément on passe des chiffres très, très, très bas, très petits, à des chiffres très importants. Et arrivent des nouvelles générations d'élèves qui ne seront pas forcément des artistes, qui ne sont pas là forcément pour être des artistes. Ça, on y reviendra aussi, parce que je crois que la question se pose encore plus aujourd'hui. Je ne sais pas si j'en oublie. La rupture technologique, bien sûr, c'est l'arrivée qui change beaucoup de choses. D'abord de la photographie, qui devient massive et qui devient à l'égal des autres pratiques, une pratique qui est nouvelle, enfin qui s'installe, les ateliers, la vidéo, etc., l'informatique, les dispositifs numériques, aujourd'hui tout ce qui est virtuel, et puis aujourd'hui tout ça commence là, toutes les machines à fabriquer,
les imprimantes 3D, les imprimantes... tous ces outils-là, ça commence effectivement, et ça gagne petit à petit dans les écoles d'art, et ça commence dans les années, je ne sais plus, 70, quelque chose comme ça, 60, 70, où ça devient massif. La rupture institutionnelle, je ne sais pas si j'en saute une, c'est un moment où les écoles d'art françaises, par exemple, ne sont plus uniquement des lieux de formation. Elles deviennent des lieux de culture. Ça, c'est très important, qu'on a peu mesuré. Alors, Marseille est un exemple, l'école de Marseille est un exemple assez fort de ça. C'est-à-dire que une école dynamique bouscule l'ensemble de l'écosystème et crée l'ensemble de l'écosystème artistique. C'est-à-dire à partir de l'école, l'activité des étudiants, des profs, etc., c'est toute une situation de ville ou de région qui est complètement dynamisée ou bousculée. Et donc les écoles, c'est aussi de la formation, c'est aussi des expositions. À Marseille, c'était des ateliers d'artistes qui ont essaimé dans toute la ville. Et ça devient une structure, ce qui est très différent des universités, ça devient des structures culturelles, institutionnelles, qui ont une vraie place au-delà de la formation. La dernière rupture, je ne sais pas à quelle c'est. On y est. Et je pense qu'on est toujours là, dans cette espèce de millefeuille. Et je termine là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un phénomène qu'on retrouve dans l'art, c'est-à-dire que c'est des millefeuilles. C'est pas des ruptures ou des moments qui s'excluent, puis on arrive, on fait table rase, et puis on est sur un autre étage. Tout ça s'accumule, se construit. Et c'est là une des richesses des écoles d'art, c'est qu'on retrouve toutes ces strates qui coexistent et qui ont trouvé les moyens de coexister tout ensemble. Et c'est ça aussi qui fait avancer et qui transforme les situations. Et alors moi, je me suis amusé à reprendre les dates que tu donnes au début de ton livre, en essayant, ce que tu fais d'ailleurs, et de le faire avec mes propres références, qui sont des références partagées par tout le monde ici, bien sûr. Et ce qui est frappant, c'est qu'à chaque fois, ces dates-là correspondent à la fois à des ruptures politiques, des ruptures institutionnelles, mais aussi à des ruptures dans l'histoire de l'art. Et 1860, j'ai noté, 63, c'est le Salon des Réfusés. 1863, c'est Manet qui peint le déjeuner sur l'herbe, c'est un scandale que l'on connaît. 1920, c'est notre fameux Dada de tout à l'heure, et c'est la première fois internationale Dada à Berlin Tempelhof. En 52, c'est la rupture dans l'histoire de l'art de l'arrivée des artistes américains. Et notamment, alors ce que j'ignorais, en tout cas j'avais oublié, on a en 52 à Paris Regard sur la peinture américaine avec Albers, de Kooning, Guston, Motherwell, Pollock, et tous ces noms-là, on les retrouve où? On les retrouve au Black Mountain College, dont on reparlera certainement, le Black Mountain College, comme creuset de l'art américain, qui va prendre une place très importante dans l'art contemporain occidental. C'est en 1953 que ouvre à New York le musée Guggenheim. 70, on se rapproche, 1970, 69, c'est les attitudes deviennent forme. Donc là, c'est aussi un tournant dans l'histoire de l'art, évidemment. Et 90, alors 90, c'est à la fois une rupture institutionnelle, mais une rupture, la deuxième rupture technologique, je dirais, c'est celle du numérique, qu'on a bien connue, parce qu'on s'est d'abord rencontrés en 2000, il y en a, bon, ça fait longtemps, sur des questions de art et multimédia. On disait à l'époque multimédia, on dit numérique aujourd'hui. Et donc il y a eu une rupture là aussi esthétique. Ce que je voulais dire, c'est que à chaque fois,
il semble y avoir rupture politique, sans doute rupture générationnelle, on parle beaucoup de la rupture générationnelle des années 70, rupture, ou en tout cas tournant dans l'histoire de l'art. Et alors, question, est-ce que, d'après toi, face à ces tournants artistiques importants, est-ce que les écoles d'art, notamment en France, mais aussi ailleurs, ont été les foyers de ces ruptures, de ces tournants, ou est-ce qu'elles ont été réfractaires, en retard? Comment ça s'est passé pour les écoles? Est-ce que c'est arrivé avec un peu de retard? Est-ce que ça a été pareil partout, d'ailleurs? Oui, c'est une question difficile. Dans les années, quand tu parles du Black Mountain College et puis la fameuse Biennale de Venise où c'est Rauschenberg, je crois, qui reçoit le premier prix, enfin là, je ne sais plus quelle est la distinction de la Biennale de Venise. C'est la première fois que c'est un Américain qui reçoit ça. Le Lion d'or, voilà. Effectivement, tout ça a des effets très vite sur l'ensemble du système. Pas sur l'ensemble du système, sur quelques cas du système dont on va parler. Donc je généraliserai pas sur l'influence que ça a sur l'ensemble du système, par exemple français. Par contre, effectivement, il y a un certain nombre d'impacts qui sont créés par rapport à l'ensemble des ruptures que tu dis. Le Black Mountain College, par exemple, c'est connu, mais ça met du temps avant d'arriver à être vraiment quelque chose de connu. C'est connu aussi d'abord par des mouvements européens. Par exemple, Fluxus, qui est très lié au Black Mountain College, avec des relations entre John Cage, Beuys, enfin l'ensemble des gens au Fluxus, et surtout un personnage qui est absolument incroyable, qui habitait dans le sud de la France, qui était Filiou, Robert Filiou, qui est sans doute un des plus grands innovateurs pédagogiques, qui est à cheval entre Fluxus, les États-Unis, l'Europe, etc. Et c'est la première fois qu'on voit la pédagogie comme art, c'est-à-dire des artistes qui se mettent à dire ma pédagogie, c'est une forme de ma pratique artistique. Ça, c'est complètement nouveau. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait une distinction entre transmission du savoir, outils, etc., et la pratique artistique. Et on voit apparaître une génération dont je viens de parler autour de Fluxus, dans la foulée de Black Mountain College. Vraiment, il y en a beaucoup. Hein, il y a beaucoup d'artistes qui se positionnent comme ça, qui disent, moi, effectivement, construire une unité, ou je ne sais comment on appelle ça, quand je fais de la transmission du savoir, je le revendique comme pratique artistique et je l'intègre dans ma pratique artistique. Ça, c'est vraiment entièrement nouveau. Alors après, ça s'est un peu reséparé, c'est-à-dire qu'après, dans les années du libéralisme et du grand capitalisme artistique, les artistes sont devenus aussi des chefs d'entreprise. Beaucoup d'artistes sont devenus des chefs d'entreprise, des chefs d'atelier, qui ont délégué, où on a réintroduit une séparation entre savoir-faire, artiste et enseignement. Mais sur l'influence et comment ça a cheminé, il y a eu bien sûr des cheminements. Il y a eu certains endroits, par exemple, je ne sais pas si on va en parler, comme l'Institut de l'environnement, qui était une expérience qui a été créée à Paris. Ça a duré 2 ans, pendant 81, 82, 83, je ne sais plus très bien. Qui venait d'Allemagne, de la fameuse école d'Ulm. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'école d'Ulm, qui était une école à la fois d'architecture, de design, de création industrielle, via le Black Mountain College, et puis la subsistance du Bauhaus, qui a traversé aussi, puisque c'est des profs du Bauhaus, des artistes qui ont enseigné au Bauhaus, qui ensuite se sont retrouvés au Black Mountain College. Il y a toute une génération d'artistes allemands qui se sont retrouvés non seulement au Black Mountain College, mais qui se sont retrouvés à diriger des écoles d'art, enfin des écoles d'art, c'est pas des écoles d'art aux États-Unis, des facultés ou des départements d'art dans un certain nombre d'universités, presque tous, hein, j'en parle également là. On reviendra sur la haute école de design, en fait, Gestaltung, si mon allemand est mauvais, mais d'Ulm, parce qu'en effet, il y a un avatar français peu connu, mais qui
ça a duré 20 mois. C'est Tu le racontes dans ton livre. On parle souvent de Joseph Beuys, qui est enseigné à Düsseldorf. Un de nos collègues, Jean-Pierre Simon, pour le citer, l'ancien directeur de la Villa Arson, m'avait raconté, mais je ne sais pas si c'est vrai, peut-être tu confirmeras, que Beuys, à Düsseldorf, pour constituer son école à l'intérieur de l'école, avait sélectionné toutes les candidates et les candidats qui avaient été refusés au concours. C'est vrai cette histoire? Je ne sais pas. Je sais effectivement, ce qui est connu, c'est qu'il avait créé... c'est un des rares cas d'artiste qui a voulu créer son école dans l'école. C'est-à-dire que les projets dont je parle, des écoles d'artistes, tout ce qui est autour de Fluxus et de la pédagogie comme art, souvent, ils ont généré des modèles différents. Beuys, lui, il voulait faire de l'entrisme, c'est-à-dire il voulait vraiment, au cœur de l'institution, avec les moyens, les budgets et l'ensemble du contexte institutionnel, faire son école dans l'école. Ça n'a pas marché, il y a eu pour plein de raisons. Il avait fondé même un parti politique. Par contre, je ne savais pas qu'il avait pris tous les refusés. Après 1863, il a fait non pas son salon, mais sa classe des étudiants refusés. Ça, je ne savais pas du tout, mais c'est possible. C'est crédible. C'est crédible. J'espère que ce n'est pas une anecdote que Jean-Pierre Simon a inventée. Alors, là, c'est une question vache que je vais te poser, parce que si on tire une ligne comme ça, rupture politique, rupture sociétale, rupture générationnelle, rupture dans l'histoire de l'art, et donc rupture dans les écoles d'art. On vit une drôle d'époque avec le Covid, sans doute une rupture générationnelle, avec le réchauffement climatique, avec l'immigration climatique, l'immigration économique. Tout ça invite à penser que nous vivons, ou nous allons vivre, ou plutôt nous vivons une rupture sociétale, et qui se traduirait donc par une rupture dans l'art, dans l'histoire de l'art, et donc dans les écoles. Est-ce que tu en as vu les prémices? Parce qu'en fait, tu as quitté l'ENSAD il n'y a pas très longtemps. Ou est-ce que c'est trop tôt? Ou est-ce qu'il faut que tu passes une semaine ici pour le voir? Ce que je voulais dire, peut-être revenir pour prolonger, c'est une question vraiment très difficile, mais pour prolonger, les écoles d'art aujourd'hui, par exemple, pas qu'en France, mais surtout en France, le mouvement est fait dans d'autres pays. En fait, il y a 3 menaces aujourd'hui qui pèsent sur les écoles d'art. Alors, si on est pessimiste, on dit 3 menaces, et si on est optimiste, on dit 3 défis. Le premier défi, c'est je répète souvent que la formation, c'est le premier marché mondial. On ne parle jamais de ça, mais aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires, la formation, c'est le premier marché mondial. Ce qui fait que se sont développés un pôle d'enseignement privé rentable, avec des buts lucratifs absolument exceptionnels. Et la France, l'Europe, le monde n'y échappe pas. Non seulement c'est des groupes qui sont spécialisés, si on prend un groupe français comme Galiléo, c'est 35 écoles et c'est 200 000 étudiants. Et c'est 15 000 euros par mois, par an à peu près. Ça veut dire que dans ce groupe, il y a de tout. Il y a de l'art, il y a du design, il y a de la mode, il y a du business, il y a l'ensemble des écoles. Et c'est comme au football, c'est-à-dire qu'ils ont les moyens de débaucher à prix d'or des stars de l'enseignement, des artistes, des peintres, des designers, des graphistes, etc. Donc ça, c'est un défi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce genre de groupe, plus des fonds de pension qui investissent dans l'enseignement, dans la formation, plus, etc., etc. Donc là, c'est un premier défi. Le deuxième défi, c'est la normalisation. C'est-à-dire que
l'université n'a jamais cessé de vouloir absorber les écoles d'art. L'ensemble universitaire ne supporte pas qu'on puisse être professeur en n'ayant pas d'HDR. C'est-à-dire, si Picasso aujourd'hui se présentait pour être prof, il ne pourrait pas. Donc il ne supporte pas qu'on ne soit pas docteur, qu'on n'ait pas une HDR pour être enseignant dans une école d'art. Jusqu'à présent, on pouvait encore être recruté dans une école d'art comme professeur, théoricien ou praticien, uniquement au vu de sa pratique. Designer, artiste, architecte, etc. Ce n'est plus possible. Et l'université normalise de façon absolument incroyable depuis des années. On le voit bien avec les masters, les doctorats, ça a commencé avec Bologne. Et ça, c'est un vrai défi. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il ne s'agit pas d'aller contre l'université, mais comment on fait pour éviter cet effet de normalisation. Et le troisième défi, c'est que l'argent public pour les écoles publiques se réduit de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a, si on fait sur des années, on s'aperçoit que les pouvoirs publics, que ce soit les écoles nationales ou autres, incitent les écoles à trouver des ressources financières avec des partenariats, ce qui est bien. Hein. La question n'est pas, je n'ai pas de jugement moral par rapport à ça, on peut y revenir. Mais il y a une réduction. Et donc ces trois défis font que, à mon avis, les écoles d'art, telles qu'elles sont aujourd'hui, si on veut parler d'avenir, elles vont disparaître en tant que telles. Elles vont disparaître soit parce qu'elles sont absorbées par l'université, elles deviennent des facultés, des départements d'université, donc elles continueront à former des docteurs, des doctorants, etc. On reviendra sur comment elles forment des artistes ou pas des artistes. Il se peut aussi que les écoles d'art disparaissent tout simplement parce qu'on va voir créer dans une business school une section d'art. Comme vous le savez, il y a beaucoup de business schools qui ont pris le modèle d'école de design comme modèle pédagogique. C'est-à-dire qu'elles se sont rendues compte que la manière de transmettre le savoir dans une école d'art, dans une école de design, on y reviendra si vous le souhaitez, c'était pas mal. Et donc il y a des business schools qui ont créé non seulement, qui s'inspirent du modèle pédagogique, mais qui ont en plus créé des formations, enfin des enseignements artistiques. Donc on pourrait dire qu'au fond, ce qui pourrait sauver les écoles, c'est que les écoles d'art soient partout. C'est-à-dire qu'au fond, les écoles d'art en tant que telles disparaissent, mais qu'on peut retrouver dans les business schools, dans les universités, dans les grandes écoles, pourquoi pas. Après, effectivement, qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé de l'évoquer par rapport à un autre phénomène, alors là, qui est lié au défi financier, c'est qu'effectivement, on ne peut plus raisonner localement. C'est devenu, effectivement, des enjeux mondiaux. Il y a une mondialisation de l'enseignement, alors de façon générale, y compris de l'art. Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Alors, sans parler, bien sûr, des transformations sociétales, culturelles, numériques. Est-ce qu'au fond, l'avenir, ça ne va pas être que les enseignants aillent chez les étudiants? Enfin, on dit toujours un enseignement massif, mais ça peut être aussi un étudiant en tête-à-tête, un enseignement en tête-à-tête où on va voir un étudiant, une étudiante qui ne se dépasse plus, c'est le prof qui fait la tournée des appartements ou des chambres ou des colocations. On peut imaginer effectivement toute une série de choses très différentes. Et puis il y a des choses importantes qui se passent dans le monde. Par exemple, il y a une université qui a été créée il y a quelques années en Inde qui s'appelle, je trouve ça magnifique, qui s'appelle l'Université des va-nu-pieds. Il faut oser appeler ça l'Université des va-nu-pieds. C'est un contexte très particulier. Alors, c'est un chef d'entreprise qui a créé cette université, justement pour que puissent avoir accès à la formation toute une série de va-nu-pieds. C'est-à-dire des gens qui n'ont jamais accès à l'enseignement, à la formation. Alors, ce n'est pas qu'une école d'art, il y a toutes sortes de formations, mais y compris des formations à la pratique artistique, etc. Et moi, il me semble que ces trois défis-là, pour imaginer l'école du futur, si on peut l'imaginer, on ne peut pas le faire si on ne prend pas en compte ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ces défis? Est-ce qu'on les ignore? Est-ce qu'on disparaît? Ou est-ce qu'on essaye de créer des modèles alternatifs? Un des grands échecs, à mon avis, des écoles d'art, à l'heure actuelle, par exemple en France, il y en a deux, c'est l'internationalisation.
la plupart des écoles d'art françaises sont très, très, très faibles en matière d'accueil d'étudiants étrangers. C'est très, par rapport à beaucoup d'autres pays, ça c'est une vraie faiblesse. Et la deuxième faiblesse, c'est effectivement l'égalité des chances. C'est-à-dire qu'il y a encore de très, très, très grandes difficultés pour qu'une série d'étudiants, d'étudiantes, enfin, d'aspirants, d'aspirantes puissent intégrer les écoles d'art. Ça reste encore, au sens de Bourdieu, pas forcément des gens issus d'un capital financier, mais d'un capital culturel. Et ça reste encore... Alors, un des enjeux, à mon avis, c'est ça. C'est-à-dire comment on peut essayer de proposer des formes d'accès à cet enseignement. Mais si on fait ça, c'est-à-dire de façon massive, c'est-à-dire qu'au fond, il ne faudrait plus qu'il y ait le concours d'entrée dans des écoles d'art. On se demande à quoi ça sert. On devrait prendre tout le monde, et puis à la fin de la première année, ou de la prépa, je ne sais pas, faire ce qu'il faut. Pourquoi est-ce que, sur quels critères, quels sont les critères? On n'interroge pas les critères. On vient, il y a un dossier personnel, il y a un entretien, il y a une épreuve. Quelle expo on a vu, qu'est-ce qu'on a lu, etc. Quels sont les critères? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça aujourd'hui? Quel sens ça a? Je ne dis pas qu'il faut l'arrêter, ça. Mais comment on interroge ça? C'est pas interroger. Enfin, dans la plupart des écoles, il y a des écoles qui le font, bien sûr, mais globalement, on n'interroge même pas ça. Pourquoi? Quels sont les critères? Alors, avec la pandémie, effectivement, tout ça se fait en ligne. On fait des dossiers en ligne, etc., etc. Voilà. Donc, l'idée, c'est... Moi, j'ai bien sûr pas de modèle ou de dire qu'est-ce que serait l'école d'art du futur. Moi, ça me passionnerait de participer à une réflexion collective sur qu'est-ce que c'est cette école d'art du futur. Mais en tout cas, on ne peut pas y penser si on n'a pas conscience de l'état dans lequel on est, à la fois des défis, des évolutions, du contexte général. Excuse-moi, j'ai beaucoup parlé. Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est pour t'écouter que nous sommes là. Mais je suis frappé par... parce qu'il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu, quelques années qu'on ne s'est pas parlé, mais on arrive à la même conclusion. Moi, il y a un article dans Le Monde, et Christine Madessian, notre bibliothécaire, qui a préparé une table à la bibliothèque, qui connaît bien l'école, qui est là depuis longtemps. Christine le trouvera. Il y a un article dans Le Monde Campus sur les mouvements de capitaux dans la formation supérieure, alors plutôt du côté business, mais on peut faire le même constat du côté création, qui corrobore vraiment ce que tu dis. Alors, on dit qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Je lisais ce matin que la Fondation Bacon vient de... Et Christine, faites bien attention parce que les chiffres vont vous faire pâlir ou rougir. La Fondation Bacon vient de rénover l'école du Louvre, la bibliothèque de l'école du Louvre, pour 2,8 millions d'euros, ce qui laisse quand même rêveur. Donc, l'argent circule. On sait qu'il circule dans l'art contemporain avec les prix de certaines œuvres, etc. Mais il circule maintenant dans la formation, c'est sûr. On voit à Avignon, pas très loin d'ici, à la petite école d'art d'Avignon, que tu as dirigée il y a quelques années. Et à côté, il y a un grand complexe de création, etc. À chaque fois, le ticket, c'est 15 000 euros l'année. Hein, il n'y a pas de problème. L'école Kedge, à côté, dans les années 90, 2000, les écoles de commerce ont fait elles sont en compétition les unes avec les autres, et elles ont construit leur compétition, leur mise en concurrence sur le numérique. Et puis après, tout le monde était numérique. Et donc, aujourd'hui, c'est sur le design. Et il y a un prof d'ici qui a été débauché il y a quelques années par Kedge. Tous les enseignements design de Kedge ont été rapatriés ici à Marseille. Et au salon des étudiants, le slogan de Kedge aujourd'hui, c'est « In Design, we trust ». Et pourquoi? Parce que avec les GAFA, le monde numérique, ce monde numérique marchand a de plus en plus besoin de capacités créatives.
Et donc, c'est ailleurs que l'école d'art public peut contribuer. Sur cette expérience un peu utopique de supprimer le concours d'entrée, tu as essayé, si ma mémoire est bonne, il y a peu de temps. J'ai essayé. Je me suis heurté aux enseignants, en fait. C'est quand tu étais à l'ENSAD. Ouais, quand j'étais à l'ENSAD, effectivement, une de mes propositions, quand je suis arrivé, c'était il y a 2500, 3000 candidats au concours d'entrée pour 60 places. Alors, les 60 places, c'est absolument génial. Les étudiants qui réussissent sont absolument formidables. D'ailleurs, les bonnes écoles, en général, c'est pas parce qu'il n'y a que des bons profs, c'est parce qu'il faut qu'il y ait aussi des bons étudiants. C'est les bons étudiants qui font les bonnes écoles, de façon générale. Donc, ces 60-là sont vraiment très bien. Mais, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils sont très homogènes. Ils ont vu des expos, ils ont lu, ils ont pris des cours. Enfin, il y a un niveau culturel très homogène. Et on laisse sur le côté les 2000 et quelques. Et donc, ma proposition, c'était de dire on supprime le concours d'entrée et on les prend les 2000. 3000, c'est beaucoup, mais on en prend 2000. Et puis, on leur donne, avec Bologne, on fait tout pour que ces 2000 aient leurs 60 crédits, de manière à ce qu'à la fin de la première année, ils puissent aller avec leur paquet de crédits où ils veulent, s'ils ont réussi, s'ils ont fait une belle année. Et on peut introduire la sélection à la fin de la première année, où là, effectivement, en fonction des options, à l'ENSAD, il y avait une dizaine d'options, tous ne sont pas pris, etc. Donc, quand je raconte ça en réunion de profs, c'était quasiment la première, les professeurs m'ont regardé en me disant, bon, lui, on ne sait pas d'où il arrive, qu'est-ce que c'est que ce truc, etc. Et l'idée, c'était de faire ce projet sans prendre dans les budgets de l'école, bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas d'appauvrir le budget de l'école pour faire un projet comme ça. Donc, il a fallu que je trouve des lieux, 3 à 4 000 m², et des moyens pour créer ce truc. Les profs m'ont regardé bizarrement, mais j'ai continué. Donc, j'ai fait un tour de l'Île-de-France. Un tour de l'Île-de-France, voilà. J'ai rencontré des gens, des maires, des gens que je connaissais. Personne n'avait lieu. Puis un jour, je rencontre la présidente du château de Versailles qui me dit, ça tombe bien, moi j'ai un bâtiment de 7000 m² qui est juste en face de l'entrée du château, qui s'appelle les Grandes Écuries, qui est un lieu magnifique. Je vous le donne, je vous le mets à disposition. Donc, je suis ravi. On contacte des élus, départements, machin, on récolte 3 millions d'euros pour faire les travaux. Et moi, vachement content, j'arrive en réunion de prof, je dis voilà, on a le lieu, on a l'argent, on se met au travail. Et là, blocage des enseignants. Pour des raisons bizarres. D'abord, certains disaient, mais on va gâcher la marchandise. C'était en place d'un enseignement élitiste à un enseignement... Donc, du coup, il y a quelque chose qui se perd. Il y a une prof qui me dit, mais vous n'auriez pas pu trouver sur la ligne A du RER. Il y en a une qui me dit, mais vous savez, si c'est pour des étudiants défavorisés, il faut les mettre en Seine-Saint-Denis, il ne faut pas les mettre à Versailles. Moi, je pensais que c'était l'inverse. Etc., etc. Il y a eu un vrai blocage, c'est-à-dire une espèce de schizophrénie entre le discours politique de gauche de certains enseignants et tout d'un coup, devant ce genre de projet, une espèce de blocage à la fois corporatiste et élitiste. Donc le blocage n'était pas venu des étudiants, mais des enseignants. Alors, je suis parti, malheureusement. J'avais l'âge de prendre ma jubilation. Mais le projet, de toute façon, ne s'est pas fait puisque mon successeur avait effectivement d'autres projets. Et puis les enseignants avaient fait part de leur blocage. Mais voilà, donc effectivement, ce n'est pas évident du tout, dans les écoles telles qu'elles existent, de faire ce passage. En France, depuis 20 ans, 30 ans, toutes les tentatives d'enseignement, de démocratisation de l'enseignement de l'art sont des échecs. Ne serait-ce que parce qu'on le fait de façon élitiste. Les Beaux-Arts de Paris, vous, je pense que c'est la même chose, ont créé une prépa, il y a 3 ans, 4 ans. On prend 20 étudiants. Donc il faut faire un concours pour entrer en prépa. Donc du coup, on rajoute un concours pour entrer en prépa. C'est-à-dire il y a un concours pour entrer en première année, il y a un deuxième concours avec 500 étudiants pour rentrer en prépa, et après il va falloir un concours pour rentrer dans l'année préparatoire au prépa.
etc., etc. Donc effectivement, c'est très compliqué. C'est pour ça que je pense que le seul moyen, c'est de ne pas faire de prépa et de prendre massivement en première année et de faire la sélection en deuxième année. Je crois que c'est un enjeu très très important de démocratisation et d'égalité des chances. Et tant qu'on ne fera pas ça, on va perdre aussi on perd de la richesse, de la diversité. Une des grandes choses que j'ai appris dans ma pratique d'enseignant, c'est que contrairement à beaucoup d'universités d'enseignement supérieur, dans une école d'art, l'enseignement, il se fait de prof à élève, mais surtout d'élève à élève. Ça, c'est une dimension pédagogique que peu d'écoles prennent, c'est-à-dire que la transmission du savoir, elle est aussi importante de façon horizontale, d'élèves de la même année, d'élèves d'années différentes, c'est ce qu'on avait essayé de faire à Avignon, que la transmission du savoir de maître à élève. Et ça, effectivement, c'est une richesse que d'avoir dans une école des étudiants qui viennent d'origines différentes, de savoirs différents, de cultures différentes. C'est très très riche. Et il me semble aussi qu'on ne met pas assez en avant la question de la transmission horizontale et comment les étudiants et étudiantes s'apprennent, se transmettent les uns les autres sans que ce soit forcément formalisé. C'est un conseil, c'est une discussion, c'est résoudre un problème qu'on n'a pas réussi à résoudre, comment une deuxième, une troisième, une quatrième année peut discuter, etc. Ça me semble aussi fondamental. Alors, justement, revenons un peu, peut-être à la dernière fois qu'il y a eu un bouleversement dans les écoles d'art, à la fin, alors en deux fois, les années 70, 68, mai 68, ça parle à tout le monde. Et puis après, en tout cas en France, en 1981, avec le doublement du budget de la culture, il y a beaucoup de nouvelles initiatives, il y a aussi des technologies. Et toi, tu es à Avignon en 1982, donc juste après l'arrivée de la gauche au pouvoir en France. Et tu y développes un projet dont j'aimerais que tu nous parles, ce projet d'Avignon, parce que il semble, ça dure 2 ans, je crois. Ouais. Et je te laisse en parler si tu le veux bien. Oui. Alors, en fait, Avignon, il y avait, je ne sais pas si vous connaissez, ceux qui connaissent Avignon, il y a pas loin de la gare un grand lieu qui s'appelle l'Hospice Saint-Louis, qui est un ancien hôpital, qui est un lieu magnifique. Et la ville de l'époque dit on va faire de ce lieu, de cet hospice, un grand lieu où on va mettre l'école d'art qui existait, qui était ailleurs, un centre d'art, un lieu d'exposition, une bibliothèque, des résidences d'artistes, enfin tout un projet assez nouveau pour l'époque. Et il y a un appel pour être directeur de l'école pour préparer l'intégration de l'école dans le cadre de ce projet global. Donc je me suis présenté, j'ai eu la chance de réussir, c'était une très belle expérience. Et il se trouve qu'en même temps, dès que je suis arrivé, il y avait un artiste qui s'appelait Louis Beck, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui était quelqu'un de très important dans le domaine de la pratique et de la réflexion sur le rapport entre art et science, sur le rapport entre biomimétisme, biotechnologie, le rapport entre vivant, artificiel, etc., qui en même temps a eu la commande du Festival d'Avignon pour faire une exposition dans l'hospice. Il m'en parle, et donc se construit l'exposition qui s'appelle Le vivant et l'artificiel, qui est la première exposition connue, il n'y en avait pas avant, qui met en relation justement ces questions du vivant et de l'artificiel, des relations entre les deux, entre la manipulation du vivant. Est-ce que quand on manipule du vivant, parce que vous savez que souvent dans les manipulations du vivant, les chercheurs signent, enfin, les chercheurs déposent un brevet. Déposer un brevet, c'est comme signer, c'est le même acte. Donc est-ce qu'on peut signer le vivant quand on crée une nouvelle espèce? Donc il y avait toute une série de relations comme ça entre art, science, sculpture, pas sculpture, etc., etc. Donc il me propose de participer à ça, et on prend la décision d'arrêter l'école, de dire
pendant toute la préparation de l'exposition, qui devait durer 2 ans, plus de cours, plus d'années, plus de cours théoriques, plus de cours pratiques, etc. L'ensemble de l'école, toute année confondue, va travailler sur l'exposition. Travailler à la préparation théorique, la préparation historique, sur la scénographie, sur l'accrochage, etc., etc., etc. Et pendant 2 ans, il y a eu cette espèce de projet assez exceptionnel. Quand je dis exceptionnel, c'est parce que c'était une école publique et que l'école a continué à avoir quand même ses diplômes. C'est-à-dire que les étudiants là n'étaient pas sacrifiés. C'était pas l'idée qu'on fait pendant 2 ans et puis tout est suspendu, y compris la reconnaissance de leur parcours ou de leur cursus, de leur diplôme. Il n'y avait pas de raison. Et donc, le ministère de l'époque, ministère de la Culture, avait accepté que ce projet soit un projet expérimental et qu'on puisse le faire comme ça. Voilà, donc ça a été un projet assez incroyable. Il y a eu un changement politique. C'était un maire PS, il y a eu un maire à l'époque RPR, et quand le maire RPR est arrivé, il a arrêté le projet de l'hospice et il en a fait un hôtel de luxe. Donc maintenant, l'hospice est devenu un hôtel, etc., etc. Ça me fait rebondir sur une chose par rapport à ce que tu évoquais des années longues, c'est que les écoles d'art n'intéressent personne. Moi, j'ai dû connaître, comme Pierre, je sais pas, moi, par exemple, à l'ENSA, dans 4 ans, j'ai eu 4 ministres. 4 ministres différents. Avant, il y en a eu plusieurs autres. Et à part dans l'histoire, il y a eu très très peu. L'État ne s'est jamais intéressé, vraiment. Il y a eu 1 ou 2 ministres qui s'y sont intéressés. Le dernier en date, pour moi, c'était l'élu de Strasbourg, je ne sais plus son nom, Catherine Trottmann. Et donc, aujourd'hui, par exemple, au-delà de la question de l'art, dans l'art, il n'y a aucune volonté, aucune vision politique sur l'enseignement, qui est un enjeu, à mon avis, l'enseignement de l'art, qui est un enjeu majeur. Mais vous voyez bien, dans les débats politiques sur la présidentielle, il n'y a pas de débat culturel. Franchement, quand même, je veux dire, la culture, ça devrait être au cœur, un des cœurs des projets dont on discute aujourd'hui. Je vous mets au défi, quels que soient les candidats, entre guillemets, de voir quel est leur projet culturel. Il n'y en a pas. On ne parle pas de ça. Et à mon avis, il y a quand même une espèce de... Quand je parlais du retrait de l'État, du retrait des publics, du retrait des finances publiques de façon globale, c'est lié aussi à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision. On ne sait pas quoi faire avec ce machin. Quand je parlais de normalisation de l'université, dans une école d'art, souvent, c'est un prof pour 8, 10, 12 étudiants. C'est-à-dire c'est une relation à la transmission du savoir qui est exceptionnelle. Dans l'université, vous avez un prof, c'est un amphi, etc., etc. Ça, c'est ce que supportent pas non plus ni les politiques, ni les universitaires. Mais pourquoi eux, ils travaillent dans des conditions pareilles? Pourquoi nous, on est 400 dans un amphi avec les bureaux sales, ça marche pas, les toilettes sont bouchées, etc., etc. Et pourquoi, quand on visite une école d'art, ils ont des beaux ateliers, ils ont des moyens, etc. Et ça, c'est insupportable, à la fois au niveau de la normalisation que j'évoquais tout à l'heure, et souvent, maintenant, les politiques qui ont des tutelles directes trouvent ça trop cher. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut continuer? Au lieu de réinvestir, de réinventer, de réinterroger de façon différente, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que ça produit? C'est important de savoir qu'est-ce que ça produit, au bout du compte. On dit simplement le réflexe, mais bon, c'est trop cher, ou pourquoi eux, ils peuvent être profs sans doctorat, et pourquoi ils ont des beaux ateliers alors qu'on est dans la misère. Il y a une espèce de truc comme ça qui fait que les écoles, c'est pour ça qu'elles risquent de disparaître. Peut-être en étant pessimiste, mais comme je suis optimiste, par contre, je peux être optimiste si on se met au travail. Elles ont des moyens de se défendre. Voilà, si on se met au travail et si on se met à... Mais le constat, je le disais tout à l'heure, quand je me suis intéressé moi aussi à l'histoire des écoles d'art, la baisse des moyens a été constante depuis 30 ans. Enfin, c'est pas qu'elle a baissé, les moyens ont baissé. Principalement d'ailleurs, les collectivités ont continué à donner de plus en plus d'argent et c'est l'État qui a
stagné parce que, et je l'ai vécu, alors toi tu avais eu 4 ministres, moi j'en ai eu 11. À part Catherine Trottmann, en effet, un peu Jacques Toubon, pour les autres ministres, la création artistique, c'est le spectacle vivant. Et les arts plastiques, c'est pour aller à la FIAC. Et donc là, maintenant, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Vous avez vu, c'est un peu codé ce que je raconte, mais que le Grand Palais vient de donner, entre guillemets, les créneaux, de vendre très cher les créneaux de la grande foire française d'art contemporain, la FIAC, à Art Basel, l'opérateur suisse. Alors, on le disait, et avant peut-être de prendre quelques réactions, bon, les écoles d'art en France, etc., sont des pépites. Pour autant, tout n'est pas rose. Loin de là. Moi, quelque chose qui m'a interrogé, c'est que, et peut-être tu peux nous éclairer là-dessus, tu es le premier prof de culture générale dans une école d'art. Avant, on parlait pas de théoricienne et de théoricien, on disait prof de culture générale. Alors ça, c'est issu de la réforme de 73, qui vient justement de l'Institut de l'environnement, où on retrouve, alors c'est un creuset, il y a un jeune artiste qui porte un nom qu'on connaît bien dans l'histoire de l'art, dans l'art, et qu'on connaît bien ici à Lumini, puisque c'est M. Dezeuse, qui est stagiaire à l'Institut de l'environnement. Et là, il y a quelqu'un d'absolument incroyable qui s'appelle Alexandre Monnier, qui travaille à l'Institut de l'environnement. L'Institut de l'environnement ferme, je passe les détails. Et là, il prend des jeunes artistes, il les met un petit peu partout, et des jeunes profs de culture générale. À l'Institut de l'environnement, on pouvait croiser Foucault, on pouvait croiser Roland Barthes. Cette pensée théorique et pratique, Bourdieu aussi, se déploie sur les écoles d'art. Et pourtant, en 68, quand l'école de Lumini ouvre, il n'y a pas une seule femme comme prof. Récemment, et notamment ici, il y a eu beaucoup de dénonciations d'écoles machistes, sexistes, homophobes, alors que 68, c'est aussi les premiers mouvements de libération homosexuelle, les premiers mouvements féministes qui sont là. Alors comment ça se passe ? Pourquoi ça ne devient pas des havres d'égalité entre les femmes et les hommes et les non-binaires ? C'est compliqué, ça. Oui, c'est compliqué, mais il y a deux phénomènes. D'abord, pendant longtemps, les femmes ont été absentes, par exemple, de l'enseignement, ce qui est un peu différent aujourd'hui, y compris dans le monde de l'art. Mais le paradoxe, c'est c'est inversement proportionnel. C'est-à-dire que autant au niveau des conservatrices, des directrices de centres, etc., c'était très féminisé. Ça, on le remarque encore aujourd'hui. Autant au niveau des artistes exposés, c'était encore très minoritaire. Alors, je ne sais pas comment se fait le rapport, mais je crois que c'est important de clarifier ça. Encore, il y a très peu de temps, moins de 10 ans, c'est les 80-30. 80% des directrices et directeurs étaient des directrices des centres d'art. Pas dans les écoles. Dans les écoles, c'est 95% des directeurs étaient des directeurs. Inge est la première directrice des Beaux-Arts de Marseille et Alexia Fabre est la première directrice des Beaux-Arts de Paris qui vient d'être nommée. Mais 80% au moins des directrices, des directions de centres d'art étaient des femmes, qui exposait 70% d'hommes. Le ratio femmes-hommes, c'était 30-70 toujours. C'est-à-dire 30% de femmes avec des œuvres qu'on achetait 30% moins cher.
Donc, je trouve que c'est un paradoxe qu'on soulève jamais. C'est-à-dire qu'effectivement, d'un côté, à juste titre, on remarque ce décalage qu'il y avait chez les étudiants, étudiantes et qu'il y avait chez les enseignantes. Autant dans le milieu de l'art lui-même, au niveau des responsables, effectivement, c'était l'inverse. Et quel rôle joue. Bon, bref, ça, c'est une autre question. Moi, la première réunion d'étudiants que j'ai faite, par exemple, à l'ENSAD, là, je suis sérieux, mais j'aime bien plaisanter, j'aime bien l'humour. Je suis un fan d'Alphonse Allais, donc j'aime bien. Bon, souvent, c'est pas très bien compris. Alors, je vous épargne mes mauvais jeux de mots. Mais une des premières choses que j'ai dites en réunion, je me suis fait massacrer, j'ai dit que j'étais pour la parité et donc il fallait qu'on élimine presque 30% des filles parce qu'à l'ENSAD, il y avait 10% de garçons pour 90%. C'était une manière de mettre la question au cœur en disant, écoutez, il faut qu'on applique la parité, donc il y a trop de filles. Donc c'était une manière de provoquer. Bon, ça a fait un tollé parce qu'effectivement... Mais effectivement, je crois que le rapport, c'est un peu très largement inversé, même dans les musées, même dans les politiques d'exposition. Là, je parle du rapport homme-femme. Après, sur les autres dimensions que tu évoquais, ça bouge aussi. C'est un peu long, mais ça bouge aussi. Je voudrais juste venir sur la réforme 73 et pourquoi elle a eu ses effets, pas ses effets, etc. C'était un contexte global. Tu le disais tout à l'heure, dans la réforme de 70, dans les écoles, on avait institué 3 départements. Un département art, qui existe toujours, un département communication, je ne sais pas si c'est toujours le nom, et un département environnement, qui venait directement des travaux, effectivement, de l'Institut de l'environnement. Dans la plupart des écoles, l'environnement était remplacé par design, avec un S ou pas d'S, etc. Effectivement. C'est le cas ici. Voilà, et c'est le mot. Pour une raison simple, c'est que à la Renaissance, jusqu'à une époque assez tardive, c'est l'artiste, au sens classique du terme, le peintre ou l'architecte, qui était au cœur du pouvoir. Les grands artistes, jusqu'au peintre pompier, jusqu'au XIXe siècle, étaient des artistes qui étaient au cœur du pouvoir et qui influençaient le pouvoir, qui étaient au cœur même de l'Église, de grandes entreprises, du pouvoir politique, etc. Et qui discutaient d'égal à égal avec les maîtres du monde. Aujourd'hui, la figure du créateur qui est au cœur du pouvoir, c'est le designer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le créateur qui est dans les conseils d'administration des grands groupes industriels, etc., qui est au niveau de décision de la politique automobile, téléphone, enfin tout ce qu'on voudra, c'est plus le peintre ou l'architecte ou le sculpteur, comme c'était jusqu'à une époque récente, c'est le designer. Et qui a cette particularité d'être légitime à la fois pour le milieu de la création, puisqu'il vient de l'histoire de la création, le designer, et qui est en même temps légitime pour le monde de l'entreprise. Et donc, du coup, cette figure-là, qui est aujourd'hui majeure, même si c'est des designers anonymes qu'on ne connaît pas forcément, il y a certaines stars, mais la plupart, on ne les connaît pas, a supplanté, effectivement, c'est pour ça que le mot environnement, c'est dommage, parce que le mot environnement préfigurait la question de l'écologie, si on aurait pu l'étendre, effectivement. Peut-être qu'il faudrait que vous appeliez à nouveau votre département environnement et non plus design, ce serait pas mal, y compris par rapport aux questions écologiques. Et donc ça, effectivement, c'était dans les termes de la réforme de 73, avec une condition, c'est-à-dire que pour avoir le statut d'école d'art, il fallait au moins le département art. Aucune école d'art publique ne pouvait être créée si elle avait que le département environnement, que le département communication ou les deux. Aucune validation s'il n'y avait pas un département d'art autour duquel se construisaient les autres départements. C'était le minimum. Deuxième condition, trois conditions. Deuxième condition, l'entrée en masse de ce qu'on appelait justement la culture générale, c'est-à-dire toute l'approche théorique, historique, etc., qui n'était pas obligatoire, qui devenait obligatoire. Et troisième condition, c'est ce qui est arrivé à Lumini,
on recrute d'abord des artistes et des gens engagés dans leur pratique, soit d'écriture, soit de théorie, soit d'histoire, soit des pratiques artistiques. Et ça, ces trois conditions, elles sont plus tout à fait les mêmes, puisqu'il y a des écoles maintenant qui ont supprimé le département art, où il n'y a plus que de la communication, ou du multimédia, ou du design. Et ce que je disais tout à l'heure, la condition d'être d'abord un artiste impliqué dans l'art de son époque, enfin, qui est un acteur de son époque, ça, c'est plus non plus la condition majeure. Que des artistes et des doctorats d'AGR, parfait, la question n'est pas là, hein, il ne s'agit pas non plus de faire une guerre. Beaucoup d'artistes, d'ailleurs, c'est le cas maintenant, ont un double cursus. Mais que ce soit une condition absolument indispensable, ça, c'est problématique. Rien n'empêche que puissent coexister les deux, et ça disparaît un peu. Dernière chose, je reviens un peu en arrière, sur le rapport, parce que je ne voudrais pas que ça paraisse manichéen dans ce que je dis, entre l'entreprise, le marché, le privé, etc. Presque toutes les écoles d'art, quasiment toutes, jusqu'aux années 70, sont nées sur des milieux économiques, sur des milieux de production. Toutes. Il reste à faire, par exemple, une histoire des écoles d'art françaises. Toutes sont l'école de Marseille, par exemple. Effectivement, elle est née d'un milieu économique, de l'impulsion d'un certain nombre d'acteurs dans le domaine maritime, dans le domaine de l'artisanat, dans différents domaines. Toute l'école de Limoges, elle est née parce qu'il y a un milieu économique manufacturier autour de la céramique. L'école de Saint-Étienne, elle est née parce qu'il y a la manufacture des armes, et Saint-Étienne, ils ont besoin de petites mains, etc., etc. On pourrait faire le tour de toutes les écoles. La dernière en date qui est née d'un modèle économique, d'un milieu économique, c'est Walt Disney. J'en parle dans le livre, c'est CalArt, qui est une école qui est en Californie, qui a été créée par Walt Disney. Pareil, il a créé une école pour former des petites mains, parce que le milieu du cinéma, son milieu à lui, avait besoin, et c'est devenu une des meilleures écoles d'art du monde, avec des artistes, des mouvements, tout ce qu'on voudra. Ça. Donc je ne veux pas opposer ou donner l'impression qu'il y aurait d'un côté une des caractéristiques des écoles d'art, c'est qu'elles en ont deux de caractéristiques. Elles sont nées presque toujours d'un milieu manufacturier ou économique, voilà. Et deux, dans ce que j'essaie de montrer dans le livre, ce qui m'avait échappé au départ, on en parlait tout à l'heure, ce sont toutes des écoles d'artistes. Ce sont toutes des écoles créées par des artistes. Presque toutes. Il y a très peu d'exceptions. Dans les nouvelles écoles, hein, dans les créations d'écoles. Après, ça s'institutionnalise. C'est pas forcément des. Pendant très longtemps, tous les directeurs d'école étaient des artistes, tous. Bien sûr, Lumini, mais je veux dire, on pourrait multiplier, etc. Non seulement ils ont été directeurs d'école, mais ils ont créé les modèles dont je parle, la plupart des modèles. D'ailleurs, dans mon entrée, je fais une entrée volontairement, non pas par école, mais par nom d'artistes. Et tous ces artistes qui ont créé, aussi bien des artistes hommes que des artistes femmes, qui ont créé. Et heureusement qu'il y a eu des artistes femmes, puisque c'est comme ça que les femmes ont pu commencer à rentrer dans les écoles d'art et que ça a cassé le monopole de l'école des beaux-arts de Paris qui refusait les femmes, enfin, pendant une époque assez récente, récente, 19e, oui, récente, oui, quand même, sur la longue durée, c'est tardif. Donc les femmes se formaient soit dans les ateliers familiaux, parce qu'elles avaient un père, un cousin, etc., soit la grande bourgeoisie, les artistes venaient dans la maison donner des cours. Et là, au 19e, début du 19e, il y a quelques initiatives très importantes, notamment sous les effets utopiques du saint-simonisme en particulier, tout un milieu de réflexion un peu saint-simonien, qui fait que des femmes ont commencé à créer non seulement des écoles, des formations, mais aussi des institutions avec des ateliers d'artistes, des aides pour les artistes, etc., etc. Une des plus extraordinaires, c'est Rosa Bonheur. Je ne sais pas si vous voyez qui est Rosa Bonheur, c'est cette peintre qui était comme une artiste pompier, hein, qui était très très connue de son vivant,
qui fait des énormes peintures où on voit des, des scènes de campagne, des vaches, des cultivateurs, enfin vous avez sûrement vu ça, etc. Mais en même temps, c'est elle qui crée qui accueille dans une école publique, qui crée les premiers cours, qui enfin permet aux femmes de pouvoir suivre les cours. Mais le modèle nu reste interdit aux femmes pendant longtemps. C'est-à-dire on est dans l'école, mais les modèles masculins, on peut être devant un modèle féminin, mais on met encore du temps avant de laisser ces jeunes filles regarder les modèles de garçons aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a encore des cours de modèles ici, mais je pense que ça... Mais en fait, si. Le cours à partir de modèles vivants a été réintroduit, d'ailleurs, à la demande des étudiantes et des étudiants. Et ça s'est passé il y a 5-6 ans. Je me rappelle très bien, je venais d'arriver ici, on s'est réunis avec les directrices et directeurs des écoles du Sud, qui étaient d'ailleurs à l'époque que des directeurs, et on s'est dit, mais tiens, nos étudiantes et nos étudiants nous réclament des cours de modèles vivants. Et les plus anciens directeurs disaient, mais c'est quand même bizarre, il y a 10 ans, on n'aurait jamais pensé ça. Et c'est le moment aussi où Piotr Klemenzevich, dont on parlait tout à l'heure, qui n'est pas là en ce moment, mais qui est toujours prof à l'école, me disait, quand je suis arrivé, c'est incroyable, les demandes des étudiantes et des étudiants par rapport à la peinture ont beaucoup changé ces derniers temps, notamment sur les demandes de technique et la demande de cours de dessin d'après modèle vivant. Alors, je pense qu'on s'achemine. On a jusqu'à quelle heure? On a dépassé l'heure? On a dépassé l'heure, donc tout va bien. Donc, le fil, c'est les artistes. En effet, l'école d'art de Marseille, comme toutes les écoles au XVIIIe siècle, ont été créées sous forme d'académie de peinture et de sculpture par des artistes, avec une double vocation. D'une part, celle que tu disais, articulée à un milieu économique, mais aussi avec une vocation sociale. La vocation sociale de l'école a toujours été au cœur de l'école d'art dès le XVIIIe siècle. Alors ça, c'est ton prochain livre sur le XVIIIe siècle. Non, sur les écoles françaises. Les écoles françaises. Sur les écoles françaises, tu vas faire ton prochain livre. Oui, parce qu'il n'y a pas... La France, c'est un pays exceptionnel. C'est l'école proportionnellement où il y a le pays proportionnellement où il y a le plus d'écoles d'art en termes de proportion. Et il y a une densité, une richesse, une histoire absolument exceptionnelle. Et à mon avis, c'est le moment de montrer cette richesse et cette histoire, ne serait-ce que par rapport aux défis dont je parlais tout à l'heure. Mais peut-être qu'il y a des questions ou des remarques. On va... Alors d'abord, celles et ceux qui ont cours ou qui peuvent... on peut rester un petit peu pour continuer à discuter. Je vous rappelle pour celles et ceux qui seraient intéressés que demain soir, à la librairie Histoire de l'œil, on reprendra cette conversation. D'ailleurs, Marc, je te proposerai un focus sur cette période du 19e siècle dans son articulation avec les ateliers, la place des femmes dans ces ateliers et leur articulation avec l'histoire de l'art. Alors, est-ce qu'il y a des demandes de parole ? Tiens. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a une émergence d'écoles d'art autogérées en France, donc non institutionnalisées. Et je voulais savoir si vous aviez une opinion ou un mot à dire là-dessus. Vous pensez à quelle école ? J'ai entendu qu'à Brest, ça allait ouvrir. Et
différents endroits en France. Il y a quelques modèles d'écoles un peu différentes. Par exemple, j'en parle un peu dans le livre, une des plus intéressantes, c'est une école qui est en Seine-Saint-Denis, qui s'appelle Courtagemé. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est du verlan, ça veut dire court-métrage. C'est une école qui a été créée par Ladji Kouré, qui est un réalisateur dont vous avez peut-être vu des films, et qui a décidé de créer une école à Montfermeil, justement, qui est justement autogérée et ouverte uniquement à des étudiants, à des postulants qui n'ont aucune expérience et aucun dossier artistique. Et donc, c'est une école qui marche très très bien, qui s'est petit à petit étendue. Qui a une annexe à la Joliette, à Marseille. Voilà, à Marseille, cinéma, court-métrage, maintenant art visuel, c'est JR qui a pris le département, je ne sais pas comment on appelle ça, etc. Il y a quelques projets comme ça. Sur les projets autogérés, il y a plein de projets. Il y avait un architecte qui s'appelait Sylvain Dubuisson qui avait un très beau projet d'école foraine, c'est-à-dire que c'était une école un peu associative, autogérée, qui circulait de lieu en lieu sur un chapiteau, etc. Mais sinon, je n'ai pas d'exemple très très précis d'école. Il y a quelques exemples. Quand vous dites autogéré, ça veut dire associatif, avec des fonds participatifs, des choses comme ça. Je veux dire une forme complètement différente de ce dont on a l'habitude, des organisations différentes, des hiérarchies différentes. Et c'est un peu comme une ouverture, en fait, que je vous proposais. Ouais. Je regarde. Est-ce que... Alors on va chercher ensemble cette école de Brest, parce que je n'en ai pas entendu parler non plus, mais parce que j'ai été inattentif. Et Mélanie. C'est Mélanie. Oui, alors déjà merci pour cette présentation de votre travail, du livre, etc. C'est très intéressant. Je me demande, par rapport à la question de l'utopie et de la pédagogie, est-ce que aux États-Unis, à Berlin, on parle de ça, de tout le monde occidental, est-ce qu'en Orient, plus en Afrique, etc., il y a eu aussi des pédagogies plus différentes, utopiques, des nouvelles formes, voilà, dans différents lieux. Je me demandais si vous vous étiez renseigné là-dessus aussi. Voilà, parce que c'est des références quand même très occidentales, Berlin, aussi les États-Unis, tout ça. Et je me demandais si ailleurs dans le monde, enfin voilà, où il y avait des développements de... Parce que là, c'est un développement beaucoup sur, on parlait des hommes, sur les blancs, sur des questions de validisme, d'une pédagogie qui va être vraiment d'un monde dominant. Et je me demandais, sur la question des minorités, par exemple, qu'il en est. Par exemple, ici, donc, il va y avoir les sourds qui sont dans l'école. C'est une pédagogie qui donc, doit s'adapter, qui doit être différente. Est-ce que... Donc voilà, c'est dans ces questions de pédagogie envers les minorités et pas venant que d'un modèle dominant. C'est ça Oui, bien sûr. Alors d'abord, ce que j'essaie d'évoquer, c'est pas une histoire des écoles d'art françaises. Effectivement, j'essaie d'évoquer dans une tradition occidentale, premier socle, puisque quand même il y a cette grande tradition, puisqu'il y a certains pays où le mohar ou l'invention du mohar au sens est une invention occidentale. Par exemple, quand on parle d'art africain, c'est inventé autour de la fin du 19e siècle comme pratique artistique, alors que c'était des pratiques culturelles ou sociales, etc., etc. Donc je suis sur cet ensemble de ce qu'on appelle art, effectivement en Europe, en Angleterre, en Allemagne, en France, aux États-Unis, tout un ensemble. Après, j'essaie de faire quelques échappées. J'ai parlé de l'école des Va-Nu-Pieds, enfin l'université des Va-Nu-Pieds, qui est un exemple qu'il faudrait creuser. Il y a un artiste africain, dont maintenant le nom m'échappe, qui est très très connu, qui est un artiste Togo, qui a créé également une espèce pas d'école, de centre de formation, de résidence, etc., où ils essayent effectivement d'avoir des manières différentes, notamment en relation plus importante avec le milieu
agricole, économique, local, à chaque fois, qui est un autre type de milieu, un autre type de relation. Il y a comme ça quelques exemples. Mais ce qui doit se produire, c'est sans doute une rupture par rapport à ce modèle occidental. Puisque, effectivement, quand on parle d'art ou de pratique artistique ou de design, on est vraiment dans une histoire, dans une tradition. Et il y a des choses, bien sûr, qui sont en cours. Par exemple, la plupart des pays dits émergents, leur seul souci, c'est de ressembler aux modèles occidentaux. Par exemple, la Chine toute la période d'extension du modèle d'enseignement universitaire chinois, ça a été comment, par rapport aux classements internationaux, on crée des écoles qui correspondent aux classements internationaux, qui fait qu'on va attirer sur ces critères, sur ce que j'appelais la normalisation, on va avoir un classement qui nous permet d'attirer des étudiants. Donc même dans les pays qui étaient d'une culture différente de la nôtre, il y a ce modèle qui s'est... Parce qu'il y a une mondialisation et que quand un étudiant dit « Tiens, l'université de Shanghai est classée numéro 3 et l'université de Marseille, je dis n'importe quoi, numéro 250 », il se dit « Tiens, je vais aller à Shanghai ou je vais aller à Londres ou je vais aller à New York, etc. » Donc ce modèle, il est quand même très prégnant et très difficile. Alors ça commence, par exemple en Chine, il commence à y avoir des expériences ou des modèles qui commencent un peu à casser avec ça, mais dans le sens de ce qu'évoquait Pierre, qui est un sens plus général, dans le sens d'un retour plus proche avec les pratiques traditionnelles. Alors effectivement, c'est les pratiques de ce que j'appelais le savoir-faire, les pratiques artisanales, le rapport aux matériaux différents, etc. etc. Voilà, c'est effectivement, il y a une prégnance du modèle qui, à mon avis, n'est pas près de s'éteindre. Vous savez que toutes les écoles d'art... Alors les écoles d'art, je sais, il n'y en a pas, mais tout l'enseignement supérieur, il y a des classements. Vous savez que tout est classé et que tout le monde fait en sorte que son université, son école, son laboratoire fassent partie des bons classements. Et donc, du coup, ça normalise. Et les tentatives un peu différentes, elles sont plus difficiles à apparaître. Mais il y en a, bien sûr. Eh bien, en fait, tu as deviné ce que nous allons faire. Dernièrement, et ce sera la fin, nous étions avec Inge, avec un représentant du Parc national des Calanques. Et un des axes de recherche du Parc national des Calanques, comme établissement public, c'est les relations au vivant, le vivant et l'artificiel, mais au vivant, comment la personne humaine va créer, recréer, retrouver des nouvelles formes de relations avec le vivant. Et il parlait de nouveau chamanisme. Et alors on réfléchit à la création d'un département chamanique ici à l'école. La dernière, il n'y a pas que toi qui fais des plaisanteries, mais que quand même, bon, on a déjà, en fait, pour qui c'est les remarquer des tas de chamans, femmes et hommes dans l'école. Moi, je sais qui ils sont et elles sont la majorité. Bon, c'est nul ma conclusion, mais c'est ma conclusion. Merci. Merci.